Bongunda Apuyo est l'unique invité de ce matin. Monsieur Bongunda, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes politologue, également chercheur. Nous abordons un sujet d'une importance capitale ce matin. À chaque cycle électoral, avec différentes échéances, il y a toujours, on observe toujours les zones de turbulences, beaucoup de forces qui entrent en jeu, forces internes, externes. On cherche à avoir le contrôle du pays, surtout pour ce pays qui n'est pas n'importe lequel, très riche potentiellement. On pompe les matières premières sous la barbe des décideurs qui ont tout accordé, ou presque. Le peuple qui danse et qui se contente par moments dans son ignorance et qui se rentre dedans à travers le tribalisme, les régionalismes, la sorcellerie et la religion qui l'avilissent, oubliant d'aborder les vrais problèmes. Pour 5 ans, il faut que ceux qui vont accéder aux institutions du pays soient contrôlés par telle ou telle force. Et ces forces déchirent chez nous. Les religions sont mises à contribution et pendant ce temps ici, il semble que la carte se joue beaucoup aussi entre catholiques et protestants. Est-ce que vous avez le même constat qu'un petit journaliste que je suis? Petit journaliste, je pense que non. Vous êtes parmi ces rares journalistes qui accordent trop d'importance à des sujets qui touchent à la survie même de notre nation. Pour vous répondre à votre question, vous savez, monsieur Fabien, lorsqu'on se pose des mauvaises questions, on aura toujours de mauvaises réponses. Pour avoir de bonnes réponses, il faut commencer par se poser des bonnes questions. Les élections. Parlons-en. L'histoire politique de notre pays nous démontre noir sur blanc que les concepts sont des instruments d'oppression, sont des instruments d'oppression, d'aliénation. Le concept. Le roi Léopold II, déjà à son temps, il parlait de la civilisation. Civilisé. Et lorsque vous lisez Cheikh Anta Diop, civilisation ou barbarie, vous comprenez qu'il ne s'agissait pas en réalité d'une civilisation. Il s'agissait simplement d'une barbarie. On quitte la civilisation, on nous amène la colonisation. Colonisation, on nous a parlé de plusieurs concepts. Aujourd'hui, c'est la démocratie qui rime aujourd'hui avec des concepts comme élection, droits de l'homme, etc. Malheureusement, avec tout ce que nous représentons du point de vue stratégique, on n'arrive pas à se poser des bonnes questions. On est dans des débats futiles, en fait, dans des débats de positionnement, de querelle. La conséquence est que notre pays risque de disparaître. Pendant que nous croyons que ce sont de petites guerres ou de guéguerres, des positionnements, le monde est en train de connaître une mutation. En fait, on est en train de redessiner la carte du monde. Et malheureusement, le Congo, qui est supposé être locomotive, sombre dans des débats de bas étage. Élection, Monsieur Lumbala. Il faut d'abord commencer à comprendre que lorsque vous parlez des élections, dans un pays où vous n'avez pas un peuple, mais vous avez une peuplade, qu'on peut facilement acheter avec l'argent, dans un pays où les scrutins, en fait, sont corrompus, non simplement par la fraude, mais aussi par l'achat de conscience. Et c'est établi. C'est une vérité absolue. Est-ce que dans un tel contexte, les élections deviendront une réponse ou ça risque de poser un problème? C'est ainsi que lorsque vous lisez le maréchal Mobutu... Pendant ces élections, nous sommes au 4e cycle électoral qui avale des milliards et chaque 5 ans, c'est le même, c'est le rendez-vous
le même système qui ne change pas grand-chose. On dit redevabilité, le peuple, mais on trouve, comme vous l'avez dit, ce sont des concepts creux, des slogans. Oui. Est-ce que ce n'est pas l'Occident? Vous voyez comment on nous détourne de la partition du pays, de tout ce qui est mis en œuvre, avec la MONUSCO pour démembrer ce pays et donc le fragmenter. On nous amène à ces élections. Et vous voyez les pressions qui sont exercées. Il faut qu'elles soient inclusives. Et qui parlent les diplomates? Il faut qu'elles soient démocratiques, transparentes, avec leur porte-voix, leur religion. Nous allons entrer en détail. Nous sommes menés. Et on sent que sortir de ce bourbier, ce n'est pas aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de s'en sortir? Oui, moi je suis sûr et certain. C'est vrai qu'on a subi trop de coups. On a été humilié. On a été chosifié. À la limite, on pouvait être exterminé comme peuple. Mais on a survécu. Nous sommes appelés à diriger ces mondes. Quoi qu'il en coûte. Vous êtes sûr? Le Congo est appelé à diriger ces mondes. Le Congo sans son peuple, ou le Congo seul, espace géographique, avec ses matières premières, appelé à diriger le monde, ou diriger le monde avec son peuple, son leader. Parce que vous lisez Jacques Attali? Oui. Vous suivez ses vidéos également? Quand il parle du Congo et de ses richesses, mais avec beaucoup de mépris du peuple congolais. Et vous voyez comment on est en train de l'effacer, on est en train de l'éliminer. Ce n'est pas une fatalité, M. Lumbala. Vous savez, aujourd'hui, quand nous parlons de grands peuples aujourd'hui qui dirigent le monde, qui se font respecter, ces peuples ont connu également des humiliations. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'Allemagne, qui est la toute première puissance économique européenne, à un moment donné, avant qu'Adolf Hitler n'accède au pouvoir, les Allemands étaient pratiquement chosifiés par le juif. C'est ainsi qu'une fois qu'il a accédé au pouvoir, Hitler a rendu des comptes aux juifs, compte tenu des humiliations qu'ils ont subies. Aujourd'hui, le peuple allemand, c'est un grand peuple. La Chine, aujourd'hui, avant la révolution des Mao, c'était un petit peuple. Aujourd'hui, le russe qui s'impose dans les concerts des nations, après l'effondrement de l'URSS... Hitler a fait, c'était horrible. C'est discutable. C'était discutable, monsieur le fils du diable. C'est discutable. C'est ce que l'Occident a vendu comme message. Mais si nous devons dire ça par rapport à Adolf Hitler, et ce que Léopold II a fait chez nous, on en parle? Ce que Napoléon Bonaparte a fait, on en parle? En fait, il faut arriver à déconstruire le discours d'aliénation de l'homme occidental. Si nous n'arrivons pas à déconstruire ces discours, on continuera de nager dans ces courants. Bref, pour revenir à votre question, parce qu'on parlait des élections. Les élections. Monsieur Lumbala, moi j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose, enfin qu'on puisse comprendre. C'est que si nous n'arrivons pas à réfléchir correctement, on ne peut rien attendre des élections. C'est ainsi que le président Mobutu a dit, avant de penser aux élections, il faut d'abord penser à construire un pouvoir politique fort pour que les élections ne se réduisent pas à un simple rituel symbolique. Pour qui nous organisons ces élections en réalité? Nous organisons ces élections pour plaire à la communauté internationale. C'est ça la vérité. Encore que cette communauté internationale a une dimension électorale à géométrie variable. C'est une réalité. Il y a des présidents qui ont fait plus de 2, 3, 4 mandats. Ils continuent de bénéficier de leur soutien. Bientôt, donc dans une année, vice-président et autres, 30 ans. Macky Sall est en train de rempiler. Donc, il veut avoir un 3e mandat. Biya, il est là, c'est 40 ans. N'en parlons pas. C'est 40 ou plus. Bongo, n'en parlons pas. Non, Bongo père est parti. Je parle de Bongo fils. Il est là. Il est là, malade qu'il est. Oui. Il peut encore toucher à la Constitution pour se représenter. Sassou est là. On n'en parle pas, en fait. Il revient à chaque Mais élection. Dans ces pays, oui. Lorsque vous avez connu un jeune, moins de 50 ans, qui a touché les intérêts occidentaux, on l'a exigé des partis. Je parle bien exigé. Au point qu'on a même envoyé une force, n'est-ce pas,
ici, en face, Congo-Brazzaville, pour essayer un peu de mettre la main sur lui si jamais il n'arrivait pas à répondre, n'est-ce pas, à ce que l'Occident voulait. Donc, quand nous disons élection, il faut d'abord comprendre que dans les contextes actuels, nous n'organisons pas les élections pour notre peuple. Nous organisons les élections pour légitimer certains pouvoirs en fonction de ce que les autres attendent de nous. Et ça pose déjà problème, M. Fabien. Vous comprenez? Pour rester dans les élections, le Wenge de Genève, qui avait porté Fayoulou comme leader, on peut dire, leader du groupe, pour le représenter, ce Wenge, vous savez comment il a échoué. Déminier parce que derrière, le Congo doit rester sous la main de ce gens. Aujourd'hui, ce Wenge a changé de face. Il est divisé. Il y en a qui sont derrière, qui sont en train, comme par exemple les Flamands. Eux, ils ne prennent pas une minute pour vous dire qu'ils ne vous aiment pas. Ils connaissent leur misère sous la domination de francophones, les Wallons. Et ils sont en train d'appuyer le réseau Kagame qui est proche d'un autre réseau ici politique. Je ne le cite pas. En fait, qui semble se rapprocher d'une confession religieuse. L'autre réseau, c'est celui de francophones, qui sont les Wallons, présentés comme sous-traitants, parce que les Flamands disent, si les Wallons sont proches du pouvoir à Kinshasa, ils vont se refaire la santé financière, ils peuvent encore davantage les dominer. C'est eux maintenant qui ont plus de travail, plus de moyens, les banques. Chez eux, il y a du boulot, il y a la vie. Les sous-traitants francophones ou wallons, eux, ils s'alignent derrière les anglo-saxons, qui semblent maintenant utiliser une autre religion. Malheureusement, je ne dis pas malheureusement, je dis il y a les circonstances, il y a un synode national au mois d'août pour élire le président de l'SCC. Et c'est, vous voyez, il y a les choses se précipitent, la guerre est engagée parce qu'ils sont derrière un autre candidat qui est, entre guillemets, pasteur, voilà, tout ça. Alors, qui est le camp qui va accepter de céder la place à un autre? C'est la grande question. Entre-temps, ici à l'interne, le peuple, lui, il danse, il va au stade. N'est-ce pas? Il ne comprend pas que maintenant, on cherche à avoir le contrôle du pays par ces élections. Est-ce que vous êtes conscient de ces enjeux, de cette guerre âpre? Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a toujours conflit d'intérêts. Et c'est permis. Il n'y a que le faible qui a besoin de l'amour de l'autre pour survivre. Et le peuple puissant l'a compris. Notre faiblesse, c'est parce que nous pensons que d'autres peuples sont appelés à veiller à nos intérêts. Alors qu'en réalité, nous sommes régis par un ordre international de prédation. Si vous n'êtes pas à mesure de vous sécuriser, ceux qui viendront pour le feront pour leurs intérêts. Ils vont vous dépouiller et vous réduire à néant. Dès lors que nous comprenons cette dimension, en fait, on fera en sorte d'imposer un ordre politique et sécuritaire capable de nous sécuriser face, n'est-ce pas, à tous ces aventuriers qui viennent avec des discours pour nous endormir. Vous comprenez un peu? J'aime la façon dont vous présentez les tableaux. Ça se résume à une seule chose. C'est qu'au-delà de tous les discours fantaisistes que ces gens tiennent dans leurs ambassades, dans des plateaux de télévision, en réalité, pour eux, nous ne sommes que de nègres. Et ces pays, naturellement, c'est un territoire libre au profit de quiconque est fort, capable de le posséder. Alors, nous, maintenant, nous devons faire un choix. Soit nous continuons à subir toutes ces humiliations, et donc, naturellement, leur donner raison, et assister impuissamment à la balkanisation de notre pays, ou soit nous faisons un autre choix,
c'est le choix courageux. C'est le choix, heureusement, que Kimpavita a fait, le choix que Lumumba a fait, le choix que Kimbangu a fait. C'est le choix courageux de posséder notre pays en posant le problème en fonction de nos intérêts à nous. Pour revenir à votre question, il faut d'abord comprendre une chose, monsieur Lumbala. Quand on dit élection, élection ne signifie pas simplement format occidental. Vous savez qu'en Chine, vous avez un parti politique mère, c'est le Parti communiste, dans lequel vous trouvez 7 partis politiques. On organise le congrès en Chine pour élire le président. Mais les élections chinoises ne sont pas pareilles avec les élections, par exemple, occidentales, avec l'approche libéraliste. Mais toutes ces élections, tout dépend de la manière dont nous appréhendons le problème. Aux États-Unis, ce sont les grands électeurs qui choisissent. C'est ce que j'allais dire. Le président, c'est même pas la masse. Lorsque vous partez même aux États-Unis d'Amérique, qui est présenté comme le pays le plus démocratique, etc. Aux États-Unis d'Amérique, le président américain, qui est l'homme le plus puissant en termes d'institutions, il n'est pas choisi par le petit peuple. Vous pouvez recueillir 98% de suffrages. Si vous perdez les grands électeurs, vous ne passez pas président aux États-Unis. Vous êtes majoritairement élu, mais les grands électeurs. Mais vous avez perdu les grands électeurs. Vous ne passez pas président. Donc, pourquoi? Tout est un problème. La boîte noire n'est pas connue. Pourquoi? Parce qu'on estime que les grands électeurs sont capables de décider sur qui doit présider à la destinée des États-Unis d'Amérique. Voyez-vous? Comme les partis communistes chinois. Voilà. Donc, ils ont restreint l'espace politique, mais ce n'est pas pareil en France, par exemple. En France, n'est-ce pas, le président de la République est élu au suffrage universel direct, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour autant dire que la démocratie française est inférieure à la démocratie américaine. En fait, la démocratie, c'est un système politique universel, mais qui s'adapte aux réalités endogènes de chaque pays. Mais le problème pour nous, les Africains, précisément les Congolais, c'est quoi? C'est parce que nous voulons prendre la démocratie au sens mimétique, au point même de commencer à copier les régimes et les systèmes politiques. La conséquence, c'est que ça bloque. Pourquoi? Parce qu'un régime politique peut être bien en France, mais lorsque vous l'adaptez au Congo, vous vivez 2 mondes différents avec des sociologies différentes. La conséquence, c'est que ça ne peut que bloquer. Maintenant, par rapport aux élections, Monsieur Lumbala, soyons sérieux. Vous estimez que c'est opportun aujourd'hui que nous ayons ces débats chaque jour, au point de nous priver le sommeil sur les élections, dans un contexte où le pays est occupé, le Congo est sous occupation. Et vous avez glissé quelque chose avec la MONUSCO. En réalité, la MONUSCO, ce n'est pas une force de maintien de la paix. La MONUSCO, c'est une force d'occupation internationale. Si aujourd'hui, on arrive à parler de Lumumba, qu'on a liquidé, qu'on a brûlé, il faut dire que la MONUSCO, à l'époque, ce n'était pas la MONUSCO, à l'époque, c'était MONUC, était responsable. Et lorsque vous lisez, par exemple, le professeur Nzongola Ntalaja, il prouve noir sur blanc la complicité de la MONUSCO. Et avec une telle force, on ne peut pas continuer aveuglément à croire à leur discours. Vous avez parlé de l'Église. Zongola, qui est maintenant le chef de la mission RD congolaise auprès de l'ONU, à New York, il a remplacé Gata, voilà, qui était là pendant longtemps. Voilà. Maintenant, il comprend mieux les choses. Voilà. Lorsque vous parlez de l'Église... Écrire, c'est bien, mais vivre ces choses, maintenant, là, c'est mieux. En fait, il faut comprendre une chose. Le monde ne devient que ce que vous pensez. J'ai aimé, avant l'émission, j'ai suivi quelque chose ici, où un jeune était en train de parler de la pensée. Vous ne pouvez pas espérer changer les choses si vous ne changez pas votre imaginaire. C'est ce que le feu professeur Kamana a insisté. L'imaginaire collectif. Vous ne pouvez pas espérer avoir un Congo puissant avec des hommes qui continuent à réfléchir comme de nez intellectuels. Est-ce qu'on peut changer les règles du jeu maintenant, en plein jeu? C'est ce que je dis. Nous sommes à quelques mois de ces élections. Vous savez que le Mali, et les réalités sont en face de nous. Les règles sont déjà édictées. Moi, je peux vous scandaliser pour vous dire l'homme n'est pas fait pour le droit. Et là, c'est un principe même juridique. Le droit est fait pour l'homme. Dès lors que les règles commencent à représenter une menace pour la survie de notre peuple, pour l'intégrité de notre territoire, nous avons l'obligation de changer les règles. Encore que ces règles dont nous parlons, ce sont des règles en réalité qui ne nous profitent pas, M. Lumbala. Je vous donne un exemple banal, parce qu'on parle des élections. L'Église. Mais lorsque vous suivez Lumumba, déjà en 60, Lumumba était en train de fustiger la position de l'Église.
Il faudrait comprendre, lorsque vous lisez Nicolas Machiavel sur le prince, il vous dit que la religion occupe une place de choix dans un État. Mais ce n'est pas une place près de l'État. La religion ne peut pas rivaliser avec le pouvoir public. En France, vous n'entendrez jamais l'Église tenir des discours incendiaires. Ça ne se passe pas comme ça. Même chez Sassou ici, Même chez Sassou. vous ne pouvez pas lever le comprenez petit un peu? doigt contre le pouvoir. En fait, je ne suis pas dans une approche dictatoriale pour dire on peut mal gérer le pays, n'est-ce pas? Les gens peuvent souffrir et l'Église n'a pas droit d'intervenir. Ce n'est pas de ça que je suis en train de prêcher. Mais le constat reste vrai. C'est que l'Église, en tout cas dans la quasi-totalité de cas, n'est-ce pas, entre toujours en contradiction avec le pouvoir. Et cela ne facilite pas les choses. Vous parlez de religion, vous parlez de l'île du Seigneur Jésus. Vous savez, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Oui, mais je ne suis pas athée. Oui. Moi-même, je suis un croyant, n'est-ce pas? Un chrétien de surcroît. Donc, je ne peux jamais m'opposer, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. Ici, je parle de l'Église comme organisation confessionnelle. Voyez-vous, réglée par la loi numéro 004, 2001. C'est de ça que je parle. Une organisation structurée avec des gens corrompus parmi eux, n'est-ce pas? Pour ne pas dire la quasi-totalité. Vous avez suivi la déclaration, enfin, les scandales qui ont émaillé la toile avec la désignation de Rossard Malonda, où les hommes de Dieu se sont accusés au point de se déchoir mutuellement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dividendes à tirer. Regardez la réalité en face. Monsieur Apouyou, la réalité en face. Présentement, une partie où un certain nombre d'évêques catholiques soutiennent l'homme des Cachobouis, qui est candidat déclaré en attendant le dépôt de la candidature. Il y a l'Église protestante, SCC, qui doit soit renouveler le mandat de Bokundoa, à qui beaucoup d'églises tarabustent le bradage du patrimoine de l'Église, avec tout ce qu'il y a, l'Issanga et dans d'autres vers le fleuve. Il y a déjà quelques candidats en lice pour le synode national. Et il a encore mis un peu, retourné Bokundoa, les flèches qu'il avait ou qu'il utilisait avec le cardinal contre le pouvoir. Il a remis ces flèches dans les carquois, sachant que le siège est en jeu au mois d'août. Entre-temps, il revenait de Washington où était l'autre pasteur, le candidat potentiel Mukwege. Vous connaissez, il y a eu un dîner là-bas en faveur du Premier ministre indien. Il y a eu des contacts là-bas et l'autre Wenge. Alors, nous restons dans le cas des candidats, pas le candidat sortant. Ou pas le président sortant. Qui la balance va pencher de quel côté ou pencherait de quel côté? Catholique ou protestant? Et l'avenir de l'SCC va dépendre de celui qui va prendre, qui va occuper le siège de la présidence. Alors, nous allons vers quel schéma là? Vous savez, j'aime parce que nous deux nous convergeons sur un point. Et vous avez vu le retour du médecin, gynécologue, prix Nobel, comment il était gardé par les militaires de l'ONU. Vous avez vu, non? Oui. Oui. En fait, c'est l'ensemble de tout ça, en fait. Comprenons un problème, enfin, posons un problème. Le Congo n'a pas un problème d'homme en amont. Le Congo a en amont un problème de système. Et si nous voulons changer les choses, il faut commencer par redéfinir le système. Quand nous parlons des élections, personnellement, je suis dans une approche systémique et non individuelle. Katumbi, Tshisekedi, Kabila, tous ces candidats, moi personnellement, je ne réfléchis pas en fonction de leur personnalité. Moi, je réfléchis en termes du Congo comme pays et ce que le Congo peut garder ou ce que le Congo peut développer en termes de puissance. Et je réfléchis dans ce sens-là. Peu importe qui sera au pouvoir. Là, ça importe peu. Mais quand nous parlons des élections, comprenons d'abord que les élections, c'est parmi les domaines sensibles d'un État. Parce que c'est à travers le processus électoral que vous dotez le pays de nouveaux animateurs. C'est ainsi que lorsque vous allez en France, par exemple,
On ne parle pas d'une commission nationale électorale indépendante, non. L'organisation des scrutins sont surveillées ou sous la coordination du ministère de l'Intérieur. Parce qu'en fait, ça touche à la sécurité de l'État. Mais le comble, c'est quoi? C'est que chez nous, quand on parle des élections, on en parle comme une affaire où tout le monde peut intervenir avec une liberté d'expression exagérée. Voyez-vous. Moi, je pense qu'au regard des enjeux de l'heure, que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, n'importe quelle confession religieuse, ce sont des organisations apolitiques de par la loi. Vous comprenez un peu? Ils ne peuvent pas jeter de l'huile au feu. Ils peuvent avoir leurs agendas pour influencer d'une manière ou d'une autre tel ou tel autre candidat. C'est un combat noble. Mais de manière officielle, ils sont appelés à jouer à l'apaisement. Maintenant, quant à nous, c'est-à-dire les gens capables de penser, tant soit peu, pour l'avenir du pays, nous devons comprendre que, pour l'instant, la priorité, ce n'est pas les élections. Je le dis haut et fort. Je sais peut-être que je peux être mal compris, mais je sais qu'on n'organise pas les élections pour plaire à la communauté des puissances. La priorité maintenant, c'est quoi, M. Lumbala? Construire un pouvoir politique fort. Un pouvoir politique fort, parce que c'est le pouvoir politique fort la dictature du salut qui va glisser. C'est le pouvoir politique fort. La dictature du salut qui va glisser, qui va ignorer l'ordre institutionnel. Vous savez, là, je peux encore vous scandaliser, mais je pense que je peux être mal compris, encore, une fois de plus. Quand je dis dictature du salut public, en France, on a vécu ça avec le général de Gaulle. Vous comprenez? Il y avait un désordre total. Le général a été... Enfin, on a fait appel au général. Il a imposé la dictature du salut public. Et ça marchait. Vous savez, si le Mali, je parle de Maliens, continuait à garder l'ordre constitutionnel dans le format, peut-être le Mali n'aurait plus cette configuration qu'il a aujourd'hui. Voyez-vous? Les gens ont compris que le pays était menacé. Avec Wagner en difficulté, ou bien la configuration géographique. Je parle de la configuration géographique, oui. C'est-à-dire l'intégrité territoriale malienne était mise en jeu, n'est-ce pas? Et on a pris des décisions nécessaires. Le problème pour nous, en fait, moi je ne cherche pas à légitimer. Ils ont poussé l'ONU, la force de l'ONU à la porte. Oui. Le Conseil de sécurité à la porte a pris acte. Et nous, ça fait plus de 20 ans, la MONUSCO, au lieu de protéger les civils et autres, livre les civils et fait les affaires. Et la MONUSCO protège les individus. Pourquoi? Parce que la direction politique congolaise n'est pas à même d'assumer ses positions et ses conséquences sur le plan international. Et là, c'est dangereux. Ce n'est pas la peur. Vous comprenez? C'est la peur. Mais une personne qui n'a pas une raison pour mourir, il n'a pas raison de vivre. Comment vous pouvez diriger des gens qui sont massacrés chaque jour? Ils sont tués comme de bétail. Mais parce qu'il y a la communauté internationale, il y a la MONUSCO, n'est-ce pas? Vous prenez des réserves. Pourquoi? Parce que vous voulez. C'est bien bon. Mais vous devez comprendre que vous ne dirigez pas pour la MONUSCO. Vous dirigez pour les Congolais. Et qu'est-ce que nous voulons maintenant? Nous voulons un pouvoir politique capable de nous sécuriser. Voyez-vous? Peut-être pour atténuer les effets, c'est ainsi que je parle d'une dictature du salut public constitutionnelle. Parce que dire simplement dictature du salut public extra-constitutionnel sous-entend un coup d'État. Je ne suis pas dans cette approche. Vous comprenez? Je me dis simplement le Mali n'est pas un exemple, ni le Burkina Faso, c'est le Wenge des petits colonels, des petits capitaines. Voilà pourquoi je ne suis pas... Vous sentez que c'est de l'enfantillage. Voilà pourquoi je ne suis pas dans cette approche, mais encore que c'est discutable. Lorsque vous parlez de l'enfantillage, c'est discutable. Lorsque vous devez voir et vous poser des bonnes questions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, on peut échanger là-dessus, vous verrez que quand même il y a les avancées. Par rapport à notre pays, M. Lumbala, le Congo a besoin d'un chef fort. Vous savez, en Rome antique, à chaque fois que l'Empire était secoué, il faisait toujours appel à un homme fort. Voyez-vous? Pour mater, soit de rébellion, ou redresser l'ordre public. C'est ainsi que lorsque Spartacus s'est révolté, par exemple, on était obligé de faire appel à un homme fort qui est venu pour mater la rébellion. C'est ce qui se passe chez nous. Vous avez mais décrit la Constitution, de la République. Nous sommes un coffre-fort, un marché où tout le monde peut venir faire les affaires, agir comme il veut. Quand il s'agit d'un petit problème ici, les diplomates de tel ou tel pays se réunissent
vous comprenez que nous ne sommes pas le Mali, nous ne sommes pas le Burkina, nous ne sommes pas le Congo-Brazzaville. Nous sommes un pays où tout le monde a un mot à dire et des leçons à donner. Vous allez basculer dans ce que vous appelez dictature de salut public. Et puis voilà, vous connaissez ce qui se passe. C'est l'instabilité. Heureusement pour nous, parce que ce n'est pas une fenêtre ouverte heureusement pour nous, parce au plan de démembrement du pays. Heureusement pour nous, parce que ce plan de démembrer le pays est mis en marche, alors que nous continuons à appliquer le mimétisme ou l'orthodoxie mimétique du schéma occidental. Ça nous a amené où? Nulle part. La conséquence est que le pays comme le Rwanda, 26 000 km², nous fait trembler. Il occupe impunément nos territoires. Vous faites trembler, vous? Enfin, quand je parle nous fait trembler, je parle en termes de réalité sur terrain. Et vous le savez que le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda, ce sont les multinationales, ces bandits qui veulent nos richesses coltan cobalt par les moyens l'or. Et vous avez suivi Amnesty International, comment ils donnaient des injonctions à notre gouvernement pour rétablir le trafic des minéraux et surtout de l'or. Donc ce n'est pas le Rwanda, ce sont les multinationales avec la bénédiction de ce que les multinationales ont fait placer dans les grands palais en Occident. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Personnellement, je n'ai pas un complexe vis-à-vis des Rwandais, ni de supériorité, ni d'infériorité. Oui. Le président de la République a parlé devant Macron, vous étiez là, conférence de presse. Il a cité nommément Kagame. Nommément, plus d'une fois. Le porte-parole du gouvernement, à chaque fois qu'il parle, le M23, n'est-ce pas, appuyé par le Rwanda. C'est toujours le Rwanda qui revient. La réalité sur terrain, on sait que le Rwanda, en termes de potentialité, ne dispose pas de moyens, n'est-ce pas, pour faire face à la République démocratique du Congo. Là, c'est clair. On sait qu'on utilise le Rwanda, n'est-ce pas, comme une simple marionnette qu'on va jeter, n'est-ce pas, dans pas longtemps. Je suis d'accord. Mais la réalité reste aussi que c'est le Rwanda, n'est-ce pas, qui forme de gens qui nous agressent, qui nous envoient les infiltrés, n'est-ce pas, parce que le Rwanda bénéficie de l'appui de la communauté de puissance occidentale. Donc, nous témoignons notre volonté vis-à-vis de cette communauté de puissance occidentale. Nous sommes pratiquement chosifiés. Mais aujourd'hui, le monde est en pleine reconfiguration. Tirons, n'est-ce pas, à chose, il est en train de créer la méfiance auprès des autres. La conséquence est que, même lorsqu'on veut prendre des décisions courageuses,